Bonjour à tous, nous abordons aujourd'hui un nouveau chapitre sur l'amplification. Dans le chapitre précédent, nous avions étudié les signaux. Nous allons voir maintenant comment traiter ces signaux, et le premier traitement que nous allons pouvoir faire, c'est d'amplifier le signal. Le besoin d'amplification est très courant. Si vous souhaitez écouter sur une enceinte la musique issue de votre lecteur MP3, il vous faudra d'abord l'amplifier. Le son produit par une guitare électrique est bien trop faible pour être audible par une assemblée, et il faut alors l'amplifier afin d'augmenter son volume. Et en général, dans un système numérique, lorsqu'un capteur fournit un signal, il est généralement très faible, et il faut donc l'amplifier, c'est-à-dire augmenter sa valeur, afin de pouvoir travailler avec. Alors un amplificateur, c'est un quadripôle, c'est-à-dire que c'est un composant qui possède 4 pôles. 2 pôles forment l'entrée, en général ce sont les 2 électrodes de gauche, et les 2 électrodes de droite, quant à elles, forment la sortie du quadripôle. On placera le signal à amplifier à l'entrée. Ici on l'appelle VE, et le signal VS sera donc le signal amplifié. Alors un amplificateur, ça fait une opération très simple sur VE, ça la multiplie par une constante A. Ce qui veut dire que l'on peut écrire l'équation suivante, VS égale A fois VE. A c'est une constante sans unité, donc si par exemple A vaut 2 et VE est égal à 1 volt, alors VS égale 2 volts. Alors souvent nous connaissons VS et VE, et ce que l'on cherche alors c'est le coefficient d'amplification A du circuit. On le prouve en appliquant la formule A égale VS sur VE. Le rapport VS sur VE est aussi appelé la fonction de transfert. Dans le cas d'un amplificateur, c'est une constante. Prenons un exemple concret pour illustrer nos propos. Soit un amplificateur de coefficient d'amplification égal à 3. VE est un signal sinusoïdal d'amplitude 2 volts, ici en bleu. À chaque instant, VS égale 3 fois VE, donc VS est un signal sinusoïdal d'amplitude 6 volts. On a bien amplifié le signal d'entrée. Alors il existe de multiples façons de réaliser un amplificateur. En BTS système numérique, nous verrons l'utilisation des amplificateurs intégrés linéaires, AIL. Un AIL, c'est un composant intégré qui possède 2 symboles pour le représenter. Le symbole normalisé, qui est constitué d'un rectangle, et avec à l'intérieur un petit triangle et le symbole infini. Et puis le symbole américain, qui est constitué tout simplement d'un triangle. Alors, dans le cadre de ce cours, nous utiliserons les deux types de représentation. Alors une petite remarque sur les bornes plus VCC et moins VCC. Afin d'amplifier un signal, il faut lui apporter de l'énergie. Cette énergie, elle ne vient pas de nulle part, et il faut donc alimenter le circuit. Cette alimentation peut être représentée comme dans l'exemple de gauche, mais la plupart du temps, afin de ne pas surcharger les schémas, on ne la montrera pas comme dans l'exemple de droite. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ce circuit est malgré tout bien alimenté. Alors la structure interne d'un AIL est très complexe. Nous n'étudierons donc pas le composant à l'aide de son schéma de câblage interne, mais on utilisera un modèle simplifié, et donc l'AIL peut être représenté de la façon suivante. Alors attention, il s'agit d'un modèle, c'est-à-dire que comme le modèle de Thévenin que nous avons vu au chapitre 1, le circuit n'est pas constitué physiquement de ces éléments, on vient de le voir, il est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il se comporte comme s'il était construit comme ça. C'est un modèle qui nous permet d'étudier plus facilement le circuit. Donc vu de l'entrée, le circuit se comporte comme une résistance extrêmement grande. Si grande que nous allons la considérer infinie. En réalité, cette résistance n'est pas vraiment infinie, mais nous considérons un amplificateur idéal, et dans ce cas on dit que la résistance est infinie. On peut donc considérer qu'il n'y a pas de résistance du tout. Du côté de la sortie, le circuit se comporte comme une source de tension. La valeur de la tension dépend de la tension epsilon présente en entrée. Elle vaut k fois epsilon. K étant un coefficient extrêmement élevé que là encore nous considérons comme étant infini dans le cadre d'un amplificateur idéal. Alors concrètement, comment est-ce qu'on implémente un AIL? Tout d'abord, il faut commencer par alimenter le circuit. Un AIL possède une double alimentation symétrique, c'est-à-dire que nous devons utiliser 2 sources de tension, l'une positive et l'autre négative. Le pôle plus de l'une des sources doit être lié au pôle moins de l'autre, et ce nœud correspond à la masse, c'est-à-dire au 0 volt du circuit. On raccorde alors les sources au circuit sur les branches prévues à cet effet,
et toutes les autres tensions, V+, V-, Vs, seront mesurées par rapport au 0 V. Alors afin de ne pas surcharger les schémas, on ne représentera pratiquement jamais l'alimentation de ces circuits. Et seule la masse et les tensions de travail figureront sur les montages. Néanmoins, même si les composants ne sont pas représentés, il ne faudra pas oublier de les câbler lors des TP, sinon le circuit ne pourra pas fonctionner. Alors le circuit tel qu'il est représenté n'est pas encore un amplificateur. En effet, nous avons vu que Vs était égal à K fois epsilon, et je rappelle qu'epsilon c'est la différence V+, moins V-, mais que le coefficient K est très grand, infini pour un IL idéal, et donc Vs aussi. Afin de contrôler la valeur de la tension de sortie, il est nécessaire de réaliser des montages sur lesquels le coefficient d'amplification n'est pas infini, mais limité à une valeur déterminée par le concepteur. On réalise donc des montages qui mettent en œuvre des contre-réactions négatives, c'est-à-dire qu'on réinjecte une partie de Vs sur la broche inverseuse, c'est-à-dire l'entrée moins de l'AIL. Lorsque la contre-réaction est sur la borne moins, la tension epsilon vaut pratiquement 0. Alors la théorie des systèmes à contre-réaction n'est pas au programme de première année, donc ce résultat ne sera pas démontré ici, mais il doit cependant être connu car il est très important. Alors attention, j'insiste bien, epsilon égale 0 seulement lorsque la contre-réaction est sur l'entrée moins. Nous verrons dans une prochaine vidéo que si la contre-réaction est sur l'entrée plus, ce n'est plus vrai, epsilon n'est plus égal à 0, et dans ce cas, le circuit ne fonctionnera plus comme un amplificateur. Donc, dans ce circuit, que vaut le coefficient d'amplification A? Il doit probablement dépendre de R1 et de R2, mais de quelle manière? Pour y répondre, on remplace l'AIL par son modèle équivalent que nous avons vu précédemment, et on rappelle que A égale Vs sur Ve. Nous pouvons maintenant appliquer les lois fondamentales de l'électricité étudiées au chapitre 1 afin de trouver Ve, puis Vs. Donc, tout d'abord, en appliquant la loi des mailles, dans la maille où se trouve Ve, nous allons pouvoir calculer Ve. Et on trouve que Ve moins epsilon moins V moins égale 0. Comme la contre-réaction se fait sur l'entrée moins, on sait que epsilon égale 0, donc V moins égale Ve. Alors on voit aussi que V moins et Vs sont reliés par un pont diviseur de tension. En fait, puisque la résistance d'entrée est infinie, le courant en fait dans la branche dans l'entrée moins est nul. Et donc du coup ici on a bien un diviseur de tension. On va donc appliquer la formule du diviseur de tension et on a donc V- qui est égal à Vs multiplié par R1 divisé par R1 plus R2. On peut donc remplacer maintenant V- par Ve et en déduire le rapport Vs sur Ve qui vaut R1 plus R2 divisé par R1. Donc le coefficient d'amplification pour un amplificateur non inverseur vaut R1 plus R2 sur R1 et rien d'autre. Il ne dépend que des résistances externes. Alors cette formule, elle doit être apprise, mais il est fortement conseillé de savoir la retrouver rapidement en refaisant le raisonnement que nous venons de faire. Appliquons ce résultat à un cas concret. On a ici un amplificateur non inverseur alimenté en plus 12, moins 12 volts. En entrée, on injecte un signal sinusoïdal de 2 volts d'amplitude. Calculons A avec les valeurs des résistances du schéma R1 et R2. R1 vaut 2 kΩ, 2000 ohms, et R2 vaut 4 kΩ, donc soit 4000 ohms. Vs sur Ve, c'est R1 plus R2 sur R1, donc 4000 plus 2000 divisé par 2000, ce qui nous donne A égale 3. Alors nous observons sur un oscilloscope les signaux d'entrée et les signaux de sortie. Et nous voyons en jaune le signal d'entrée VE, d'amplitude 2 volts, et en bleu, nous observons le signal de sortie, d'amplitude 6 volts. Et nous constatons bien que 2 volts fois le coefficient d'amplification 3, 2 fois 3 égale 6 volts. On a donc bien
amplifier notre signal d'entrée d'un coefficient 3. Alors nous remarquons également que lorsque VE est positif, eh bien VS est positif. Et lorsque VE est négatif, VS est également négatif. Le signe est conservé lors de l'amplification, c'est pour cela que l'on appelle cet amplificateur non inverseur.